comprendre la loi. Je vais le faire comprendre aux gens selon ma compréhension. Voilà. La première chose, c'est que ce n'est pas de la zaïrianisation. Ok? C'est une loi qui essaie de protéger les Congolais et encourager les Congolais à investir et à entreprendre. Donc la loi de la sous-traitance dit que les entreprises principales doivent signer des contrats avec des entreprises de sous-traitance qui sont détenues à 51% de part du capital social de la société par des Congolais, ok, ou des personnes morales dont les sièges, dont la base est ici en République démocratique du Congo, et dans le comité de gestion de ces entreprises-là, c'est principalement des Congolais. Donc il y a un aspect appartenance. L'entreprise doit appartenir à un Congolais, mais aussi l'entreprise doit être gérée par des Congolais. C'est ce côté création d'emplois. Et aujourd'hui, la loi a eu plusieurs mesures d'accompagnement. Je crois, si je me souviens bien, il y a eu 2 décrets mettant en place des mesures d'accompagnement de cette loi-là, parce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas forcément touchés par la loi de la sous-traitance. Je pense que le secteur bancaire n'est pas forcément touché, mais c'est principalement le secteur minier, le secteur brassicole, le secteur des télécoms, le secteur des transports, le secteur des BTP. Ces secteurs-là sont touchés par la loi sur la sous-traitance. Okay? Donc l'idée de la loi, c'est de faciliter aux Congolais la création d'emplois, l'accès au marché, mais aussi que la création d'emplois au sein de ces entreprises de sous-traitance. Alors, quelles sont vos attentes en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, vous savez, le chef de l'État vient de nommer la nouvelle Premier ministre. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez aussi proposer à la nouvelle, et puis c'est pour la première fois que nous voyons à la tête du gouvernement une dame. Je pense que la primature. C'est une très bonne chose que ce soit une dame, mais je pense que la priorité du chef était d'abord la compétence. Connaissant Madame Judith, avec qui on a travaillé, parce que j'ai travaillé comme consultant au PNUD, connaissant Madame Judith, je sais que c'est une personne très pragmatique. C'est une personne qui sait comment gérer un projet, accompagner le projet et faire en sorte que le projet arrive à atteindre ses objectifs. Le chef de l'État, le 20 janvier, a présenté son projet, sa vision. Je vous ai dit, on a parlé de 6,4 millions d'emplois. Maintenant, Madame Judith, le rôle de Madame Judith, c'est de réaliser ces 6,4 millions. Exactement. Et elle l'a dit même le jour de pas sa prestation de serment, mais le jour où elle a été nommée, elle a dit, elle est disponible pour accompagner la vision du chef de l'État qui a été déclinée en 6 piliers, 6 axes. Et elle, maintenant, je pense que dans les jours à venir, elle va identifier les acteurs de son gouvernement. Après, ils vont travailler sur le programme du gouvernement qui va être basé sur, justement, la vision du chef de l'État qui est déclinée dans son manifeste. Et ils vont apporter ce document, le programme du gouvernement, ils vont l'apporter au niveau de l'Assemblée nationale pour être investi maintenant, pour commencer à travailler. Mais je pense qu'elle a justement la technicité nécessaire pour savoir comment transformer cette vision du chef de l'État en un programme gouvernemental clair qui sera exécuté par les membres du gouvernement. Et je suis confiant que dans les jours à venir, on va commencer à réellement voir des changements. C'est vrai qu'on a commencé à voir certains changements, mais on va commencer à voir des changements encore plus grands. Et on va voir des effets et un impact sur la population, clairement dans les prochains mois, dans les prochaines années. Oui, on en a parlé ce matin dans notre tranche matinale. La population congolaise vit une vie de pauvreté ou une vie de misère qui n'a pas de nom. Est-ce que pensez-vous
que ces gouvernements qu'on mettra en place par la première ministre, Madame Judith Toulouka, saura relever ces défis. C'est ce que je viens de vous dire. Madame Toulouka est une experte de la gestion des projets et de la gouvernance. Elle a travaillé au sein du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et dans lequel elle était justement chef de file d'un projet de gouvernance et de développement. Le problème de la RDC, c'est le développement. Le développement, il y a le développement économique, le développement social, etc. Avant ça, avant sa nomination en tant que Premier ministre, elle était ministre du Plan. C'est elle qui a piloté la conception du programme de 145 territoires. Je ne sais pas si vous êtes informé sur le programme de 145 territoires, mais le programme de 145 territoires, c'est un programme de développement à la base. Bien que ça n'a pas atteint... Le programme de 145 territoires, ce n'était pas un programme du premier mandat. C'est un programme qui va au-delà du premier mandat. Il est encore, au moment où je vous parle, il est encore en train d'être exécuté. Je pense qu'il y a à peu près 4 à 5 mois que les premières infrastructures qui ont été construites dans le cadre du programme de 145 territoires qui ont commencé à être réceptionnées. C'est des centres de santé, c'est des écoles. Il y a des territoires dans lesquels il n'y avait pas de centre de santé, il n'y avait pas de maternité. Les femmes accouchaient sous un arbre. Aujourd'hui, ces territoires ont des centres de santé. Et ce n'est pas qu'un seul. Il y a des territoires qui ont 2-3 centres de santé ou il y a 2-3 écoles qui sont construites. Les enfants étudiaient sous un arbre et maintenant on a des infrastructures. Après la phase de réception des infrastructures, il y a une phase de renforcement des capacités pour la gestion de ces infrastructures-là. Donc il y aura des infirmiers titulaires au niveau des territoires ou bien des aires de santé, des zones de santé, qui seront formés. Comment améliorer les services de santé à la base. Donc la base, ce sera aussi la formation du personnel. Les écoles aussi. Comment améliorer les services éducatifs à la base. Donc il y aura des formations. Il y aura des programmes d'accompagnement pour que les élèves, même dans les territoires au fin fond, moi je suis du Maniema, au fin fond de mon territoire à Kassongo, il y aura des enseignants qui vont être formés par exemple à l'utilisation de l'informatique. Il y aura éventuellement des équipements qui seront mis à la disposition de ces écoles pour que nos enfants qui viennent de ces territoires-là aient les compétences nécessaires, acquièrent les compétences nécessaires pour que lorsqu'ils vont maintenant se retrouver à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Kindu, etc., ils puissent s'intégrer au monde de l'emploi dans les villes urbaines. Okay? Et il n'y a pas que ça. Dans le programme de 145 territoires, il y a aussi le renforcement de l'autorité de l'État, la construction des infrastructures administratives au niveau des territoires. Vous avez des administrateurs des territoires qui avaient des bureaux en paille. Aujourd'hui, la plupart des 145 territoires, on est en train de construire des bureaux de l'administration. Et derrière les bureaux de l'administration, c'est des services comme l'enregistrement des naissances. Imaginons que nos enfants qui naissent dans les territoires, avant, les services d'enregistrement des naissances n'existaient pratiquement pas. Et aujourd'hui, par exemple, la guerre qu'on a, l'un des gros problèmes qu'on a, c'est aussi la non-maîtrise de la nationalité. Parce que quand tu enregistres un enfant dans un registre de l'état civil, c'est à partir de là qu'il commence le processus pour, à 18 ans, obtenir la nationalité, sa carte d'identité. Mais aujourd'hui, quand dans nos territoires, il n'y avait pas de registre, n'importe qui pouvait prétendre qu'il est né sur le territoire, n'importe qui pouvait prétendre qu'il est congolais. Et c'est ainsi qu'avec le programme de 145 territoires, on est en train de résoudre ce problème. Okay. D'accord. Et alors, vous avez en tout cas parlé des 145 territoires et puis vous avez eu le temps d'expliquer religieusement déjà de ce qu'a pu faire Madame la ministre Judith Toulouka. Mais les Congolais s'attendent à un changement. Il n'y a pas que la gratuité de la santé, la gratuité de la maternité, mais les infrastructures routières. Nous avons constaté à Kinshasa, pratiquement, toutes les routes sont dans un état délabrement. En tout cas, on ne maîtrise pas.
est-ce que tout ça aussi sera résolu le plus vite possible? Parce qu'on a besoin des marchandises aussi qui viennent de l'autre côté, qui puissent aussi voilà, atterrir Kinshasa de bonne manière. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Vous savez, en matière de gestion aussi des projets publics, il y a des projets qui dépendent du gouvernement central, il y a des projets qui dépendent des gouvernements provinciaux. Okay? Ça, c'est la première nuance que je voudrais apporter. Donc, nos problèmes à Kinshasa, des fois, ne dépendent pas forcément du gouvernement central. Des fois, c'est nos gouverneurs. Et je parle de Kinshasa, mais je peux parler de toutes les provinces. Nos gouverneurs qui n'ont pas la capacité de mettre en œuvre ou mettre en place des projets viables de entretien ou de reconstruction des routes. Parce que il faut aussi que on puisse développer des capacités à créer des projets qui sont viables. Il ne faut pas faire une route juste pour faire une route. Et même encore une autre chose que je voudrais ajouter, dans le projet de 145 territoires, il y a des projets, il y a une composante pour l'aménagement des routes de desserte agricole. Pour que les zones qui produisent les produits agricoles puissent être connectés aux routes nationales et apporter, délivrer des produits au niveau des villes. Mais je reviens aux routes de Kinshasa. Les routes de Kinshasa et les routes dans notre province, il y en a certaines qui dépendent de l'administration nationale, il y en a certaines qui dépendent des gouvernements provinciaux. Et je pense qu'il y a encore, je pense il y a 3 ou 4 mois, le chef de l'État a encore fait une sortie médiatique où il a dit, il se pose la question... Vous parlez du briefing, la dernière déclaration ou le dernier briefing avec le chef de l'État. Avec le chef de l'État, je pense. Et il disait, il doit y avoir un problème avec les entreprises qui exécutent. Et il a demandé justement au ministre des Travaux publics d'essayer de comprendre c'est quoi le problème. Parce que vu la quantité d'argent qu'on dépense pour les routes, il ne comprend pas pourquoi au bout de 6 mois, au bout de 2 ans, les routes sont cabossées. Et je pense que c'est aussi un parcours où un questionnement. Et dans la gestion, c'est ça. Un gestionnaire comme le chef de l'État, il se pose la question, mais pourquoi? Parce qu'il investit de l'argent. Mais quand il voit que l'argent qu'il investit n'apporte pas des résultats, il se demande c'est quoi le problème. Pour que demain, on ne retombe pas sur le même problème. Et c'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça que le gouvernement, à travers le ministère des Infrastructures, est en train de se poser la question. C'est quoi la problématique? Parce qu'on ne comprend pas qu'à Kinshasa, il y a des routes qu'on a refaites il n'y a pas longtemps, mais la vie, aujourd'hui, on n'arrive plus à passer sur ces routes-là. Surtout lorsqu'il pleut, c'est catastrophique. Même la route pour venir ici chez nous, c'était compliqué. C'est compliqué. Oui, et il faut tout un questionnement. Quelles sont les procédures de passation de marché? Comment on fait des due diligence des entreprises qui ont été sélectionnées? Est-ce que c'est des entreprises réellement efficaces? Il y a tout un mécanisme qui va être mis en place. Ok, alors croisons du doigt, nous espérons que les choses vont réellement s'améliorer dans ces pays, surtout sous l'avènement de la grande dame, Madame la ministre Judith Toulouka. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, de cet échange. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter concernant l'entrepreneuriat ou quelque chose qui n'a pas été dit tout au long de cet échange? Non, ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est surtout pour la jeunesse, et de savoir que l'entrepreneuriat n'est pas un fourre-tout. L'entrepreneuriat n'est pas un fourre-tout. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être un leader. Quelqu'un qui réfléchit sur les problèmes et qui réfléchit sur quelles sont les solutions qu'il apporte. Et sachez que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Ce n'est pas là où, parce que Nazum Salate, Nenake, Nazala entrepreneur. Non. L'entrepreneur va te demander de travailler encore plus. Et il ne faut pas se décourager. Je pense que autant il y a ceux qui vont aux États-Unis, Balobara, Toké pour un rêve américain. Moi, je suis convaincu qu'il y a un rêve congolais. Les lotos ont réalisé un mot, rêve congolais. Et bon, il y en a beaucoup qui se battent et qui arrivent. Et c'est ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas se décourager, mais sachez qu'il faut travailler. D'accord.
Donc, il faudrait travailler. C'est par ces mots, il faut travailler, que nous allons mettre à terme cette émission. Temps fort, qui est une mission, vous avez compris, nous parlons justement de l'entrepreneuriat, nous parlons aussi de la politique, hein, parce que si vous ne faites pas la politique ou si vous évitez la politique, mais la politique s'en chargera de vous. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Merci à M. David d'avoir répondu favorablement à cette invitation, bien que vous venez de vous plaindre l'état de nos routes, mais quand même vous avez fait un grand effort d'être là et surtout à l'heure. En tout cas, merci. Très chers téléspectateurs, restez branchés sur votre chaîne de télévision Télé7. Retrouvez-moi à très bientôt. Au revoir. Au revoir.